Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Evelyne Elzesser, une scientifique renommée qui a fait de la recherche depuis des années sur les expériences liées à la mort, que l'on nomme aussi, dans le passé on appelait ça des expériences paranormales, c'est-à-dire en dehors de la norme, et qui, comme elle va certainement nous l'expliquer, sont de plus en plus normalisées. Même si vous avez étudié les expériences de mort imminente, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur vos dernières recherches de contact spontané avec les défunts. Bonjour Evelyne. Bonjour Audrey. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à cette présentation? C'est parfait comme ça. Très bien, donc déjà, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un contact spontané avec les défunts, on utilise aussi l'acronyme VSCD? Voilà. Absolument. Alors, c'est en fait un terme que nous avons forgé avec Stéphane Alix pour la rédaction de la première publication de l'INRES, c'était le manuel clinique sur les expériences extraordinaires. Donc, nous avons forgé ce terme de vécu subjectif de contact avec un défunt, ou VSCD, qui est maintenant unanimement utilisé, pratiquement unanimement utilisé pour décrire les contacts spontanés avec les défunts. Donc, un VSCD se produit lorsqu'une personne perçoit de manière totalement inattendue une personne décédée. Les VSCD sont spontanés, apparemment initiés par les défunts, sans intention ni sollicitation de la part des récepteurs, donc des personnes qui vivent ce contact spontané avec un défunt. Et les VSCD sont directs, donc sans l'intervention d'un médium ou d'autres procédés. Donc c'est quelque chose qui se produit directement et spontanément entre le défunt et la personne qui vit l'expérience. Il y a plusieurs types de VSCD. On peut les percevoir par 4 des 5 organes sensoriels. On peut vivre un VSCD visuel, donc voir une apparition. On peut avoir un VSCD auditif, donc entendre le défunt, soit comme vous m'entendez parler, comme une voix venant de l'extérieur, soit quelque chose comme une transmission télépathique. Un VSCD tactile, quand les gens disent qu'ils ont été touchés par les défunts, souvent d'une manière familière. Par exemple, quelqu'un a caressé leurs joues, a pris leurs mains, quelque chose qui est caractéristique dans la gestuelle du défunt. Et les VSCD olfactifs, donc on peut on peut sentir une odeur, une fragrance qu'on met directement en lien avec le défunt, quelque chose qui serait caractéristique pour le défunt. Ça, c'est donc les 4 organes sensoriels qui peuvent être impliqués par un VSCD. Très souvent, les gens ressentent simplement la présence du défunt. Ça, c'est quelque chose de très courant. Mais c'est différent de l'impression qu'on a quand on est en deuil, que le défunt est toujours dans notre cœur, qu'il est à notre côté, qu'il est avec nous dans le quotidien. Là, c'est tout à fait différent parce qu'ils disent que, par exemple, à ce moment précis, ils pensaient pas au défunt et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que le défunt était présent. Ils peuvent le localiser dans l'espace sans le voir, mais ils disent, par exemple, mon père décédé était là, il était devant moi, un peu sur ma gauche. J'ai pas pu le voir, mais je savais qu'il était là. Et puis, ils savent aussi précisément quand les défunts euh, ils entrent dans leur champ de perception quand ils arrivent, si vous voulez, et quand ils repartent.
C'est toujours très court. Les VSCD se produisent dans l'espace d'une durée de quelques secondes, au maximum quelques minutes. C'est une expérience très, très courte. On peut avoir un VSCD quand on est réveillé ou pendant le sommeil. Mais quand se passe pendant le sommeil, ils disent de manière très unanime que c'était pas un rêve. Ça n'avait rien à voir avec un rêve, c'était beaucoup plus réel, cohérent, authentique, mémorable qu'un rêve que souvent on oublie une fois qu'on est réveillé. Et c'est intéressant parce qu'ils disent assez souvent, j'étais en train de rêver de quelque chose, pas forcément du défunt, je faisais un rêve, quand tout d'un coup le défunt ou la défunte a fait irruption dans mon rêve, et c'est à ce moment-là que le contact s'est établi. Ce qu'on trouve aussi assez souvent, c'est que les gens dormaient et ils étaient réveillés par le contact. Ils savent pas ce qui les a réveillés. Tout d'un coup, ils se réveillent et, par exemple, ils perçoivent leur maman décédée qui se tient là dans leur chambre à coucher devant eux. Donc, quelque chose les réveille et après, le contact commence. Les VSCD sont un phénomène très, très courant. La recherche nous dit qu'entre 50 et 60% des gens ont vécu un ou plusieurs VSCD au cours de leur existence. Souvent quand ils étaient en deuil, mais pas systématiquement. On peut tout à fait vivre un contact spontané avec un défunt sans être en deuil. D'ailleurs, notre enquête, dont je vais dire quelques mots tout à l'heure, nous montre que 27% de nos participants n'étaient pas ou plus en deuil de la personne défunte perçue. Donc, c'est pas une précondition ou un prérequis pour vivre un VSCD d'être en deuil. Pas du tout. Ça peut se passer à tout moment de nos vies. Donc, nous, avec notre projet de recherche que je vais vous présenter, l'un de nos objectifs, c'est de normaliser ces expériences. Parce qu'on sait aussi que c'est pas du tout un phénomène nouveau. On a des témoignages de VCD de tous les continents et depuis des siècles. C'est un phénomène qui semble exister depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui est inhérent apparemment à notre condition humaine. Nous sommes capables de percevoir les défunts. C'est quelque chose de courant, de tout à fait normal, évidemment absolument non pathologique. Ça, je le souligne. C'est tout à fait normal de pouvoir percevoir les défunts et c'est un phénomène courant. Donc, nous souhaitons vraiment sortir ces expériences du domaine des expériences paranormales parce que ce ne sont pas des expériences paranormales, mais tout à fait normales et courantes. Alors, j'ai mentionné notre projet de recherche. J'aimerais en dire deux mots et surtout présenter mes collègues. En 2018, nous avons commencé un projet de recherche international de longue durée avec mes collègues de l'Université de Northampton en Angleterre, le professeur Chris Rowe, le professeur associé Callum Cooper et notre assistante de recherche Sophie Morrison. En plus, il y a dans notre équipe David Lorimer du Scientific and Medical Network et moi-même. Donc, nous travaillons en anglais et nous avons développé un questionnaire extrêmement détaillé avec 194 questions. C'est énorme pour un questionnaire. Ça prend à peu près deux heures pour le remplir. Mais nous avons ainsi pu vraiment poser toutes les questions sur la phénoménologie, donc la nature, si vous voulez, des VCD et l'impact qu'ils ont sur la vie des gens qui les vivent. Donc, nous avons à ce jour 1300 participants à notre enquête dans 6 langues, dans 6 différentes langues. Donc, la première enquête, c'était en anglais, français, espagnol. Ensuite, on a reconduit la même enquête en allemand, en néerlandais et en chinois. Et la prochaine enquête qui est en préparation se fera en Inde. Donc, évidemment, l'un des objectifs de ce projet de recherche, c'est de voir s'il y a des différences culturelles entre les différents pays, les différents systèmes de croyances
Est-ce que la phénoménologie est la même? Est-ce que l'impact est le même? Donc voilà en quelques mots notre projet de recherche qui est en cours et qui va continuer. C'est vraiment un projet de recherche de longue durée. Hmm. Eh bien, merci de cette présentation. Ici, c'est vrai qu'on aborde dans ce podcast les phénomènes sous l'angle de la santé mentale et certains professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, des thérapeutes, par méconnaissance, parlent souvent de souffrances liées au processus de deuil, d'hallucination et voilà, ça a un impact très négatif pour l'expérienceur parce qu'on sait très bien que quand on traverse un deuil, on a besoin de parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, dire que c'est initié ou que c'est issu du deuil n'est pas correct dans la mesure où nous avons, comme je l'ai mentionné, 27% de nos participants qui n'étaient pas ou plus en deuil. Nous avons également, selon les langues, entre 4 et 12% qui ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas, donc un défunt inconnu. Alors évidemment, on n'est pas en deuil de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qui parle contre le deuil comme déclencheur du BSCD est également ce que nous appelons les BSCD au moment du décès. C'est un phénomène assez courant. Il y a à peu près un quart de nos participants qui ont perçu un proche au moment même où il ou elle était décédé. Ils n'étaient pas encore au courant de ce décès. Alors, prenons un exemple. Par exemple, quelqu'un est en train de dormir. La nuit est réveillé, voit par exemple son frère décédé. C'est pas encore qu'il est décédé, mais il voit son frère qui est là et qui lui dit, je viens te dire adieu, je pars maintenant, ne sois pas triste, tout va bien. Ça, c'est par exemple un genre de message qui nous a été rapporté. Donc, la personne qui vit l'expérience n'est évidemment pas en deuil, ou je devrais dire pas encore en deuil, parce que c'est le défunt, le récemment décédé, qui lui-même ou elle-même les informe de leur décès qui vient de se produire il y a quelques minutes, il y a vraiment peu de temps. Et ensuite, par exemple, le téléphone sonne et c'est quelqu'un de la famille, par exemple les parents, qui appellent et qui disent, tu sais, ton frère vient de décéder dans un accident de voiture. Donc voilà. Là, ce type de VCD ne peut pas être produit par le chagrin du deuil parce que la personne n'est pas encore en deuil. Il y a d'autres cas aussi, comme les BCD partagés, ça c'est assez intéressant. Ça arrive relativement fréquemment que plusieurs personnes réunies dans un même endroit perçoivent en même temps une personne décédée. Peut-être une personne ou deux personnes dans ce groupe est en deuil, mais pas les autres. Et pourtant, tout le monde perçoit le deuil. Donc là, non plus, c'est pas le deuil qui peut provoquer des expériences, puisque toutes les personnes qui étaient là en même temps et qui ont perçu le défunt n'étaient pas en deuil. Voilà, donc je pense que ça, c'est déjà assez intéressant de dire que le deuil ne peut pas, en tout cas pas dans tous les cas, être le déclencheur des contacts spontanés avec un défunt. Merci, merci vraiment pour ces précisions. C'est vrai que si la société dans laquelle on vit, où vit la personne finalement qui fait cette expérience de contact spontané avec un proche décédé, par exemple un visage qui se superpose à un cadre photo, et qu'en plus dans la pièce à ce moment-là il y a l'ampoule qui s'éteint, qui s'allume, etc. Et qu'en plus cette personne est très cartésienne ou alors athée, voilà, n'a pas de... ça peut réellement mettre des incompréhensions, provoquer de la peur, provoquer des angoisses chez cette personne-là, et avec peut-être une impression de perdre la raison. Est-ce que, est-ce Ça que peut vous... arriver, mais c'est rare. Alors, déjà, pour les apparitions, des fois, c'est comme vous dites, effectivement, l'apparition est un peu transparente. On peut voir les objets derrière, par exemple, mais il arrive vraiment fréquemment
que le récepteur dise que le défunt avait l'air d'une personne vivante. Elle était complètement solide et elle avait l'air d'une personne en chair et en os. Donc, il y a tous les degrés un peu de consistance, si vous voulez, des défunts. Alors, l'histoire d'avoir peur. Il faut bien comprendre qu'un VSCD est bien plus que la simple perception du défunt. Ce qui est important dans ces expériences, ce sont les émotions qui sont associées avec ce phénomène, les émotions ressenties par le récepteur, mais également les émotions qui perçoivent de la part des défunts. Et ces émotions sont dans leur très, très grande majorité positives et pleines d'amour. Nous avons vu dans notre enquête que presque selon le type de VCD, ça varie, mais ça va de 60 à 80% des VCD qui étaient accompagnés d'un message. Et les messages sont vraiment très, très unanimes. Les défunts communiquent qu'ils sont en vie, qu'ils ont survécu à la mort de leur corps et qu'ils vont bien. Ça, c'est le message le plus commun et le plus important, évidemment, pour les récepteurs, d'apprendre que leur proche est encore en vie. Alors où, bien sûr, nous ne le savons pas. De quelle manière, nous ne le savons pas non plus, évidemment. Mais, si vous voulez, l'information préalablement inconnue au récepteur, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne savaient pas ou qu'elles ne savaient pas, c'est que leur proche décédé a survécu à la mort du corps. Et ça, c'est évidemment le message le plus important. Ensuite, on a très, très souvent le message des défunts qui dit: je suis avec toi, tu n'es pas seul, je suis à tes côtés, je vois ce qui se passe, je sais que tu souffres, je sais que cette période de deuil est extrêmement pénible et difficile et douloureuse pour toi, mais tu n'es pas seul, je suis là avec toi. Très souvent aussi, il y a des demandes et des offres de pardon. Quand il y a eu encore des problèmes relationnels, peut-être pas résolus, il y a peut-être eu, je sais pas, euh, un malentendu, une dispute qui n'a pas pu être résolue avant le décès. Peut-être aussi la personne est décédée de manière tout à fait imprévue lors d'un accident, un infarctus, etc. Ils n'ont pas eu le temps de faire la paix, si vous voulez, avec leurs proches. Et il restait des problèmes en suspens, des problèmes relationnels. Et très souvent, lors de ces expériences là, le défunt demande pardon ou bien explique. Des fois, il y a des explications. Voilà ce qui m'a amené à agir de la sorte, mais là maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. Je suis bien désolée de mon comportement. On a beaucoup de cas de ce style-là dans notre base de données. Ou alors, des fois aussi, et c'est assez courant, par exemple, le récepteur n'était pas là quand ils ont décédé. Peut-être que la personne était à l'hôpital, ils sont pas encore allés leur rendre visite parce qu'ils aiment pas les hôpitaux. On entend ça de temps en temps. Je suis pas allée voir mon grand-père. Je voulais y aller, mais je l'ai pas fait. Et il est décédé avant que j'ai pu y aller. Et donc, ça laisse évidemment un sentiment de culpabilité. Ça complique le deuil. C'est triste parce que c'est trop tard. C'est quelque chose qu'on peut plus rattraper. Apparemment, qu'on peut plus rattraper. Mais lors des VCD, parfois, il arrive que le défunt dit: écoute, c'est pas grave, je sais, tu n'es pas venu, mais on n'avait pas besoin de ce dernier adieu. Je sais que il y a beaucoup d'amour entre nous et il y a aucun Incroyable. souci. Voilà, je te pardonne. Enfin, si s'il y avait besoin de te pardonner, je te pardonne, mais il n'y a même pas besoin parce que c'était vraiment pas ça qui était important dans notre relation. Donc voilà, il y a ces messages qui sont extrêmement importants et qui enlèvent déjà très naturellement la peur de vivre cette Oui, expérience. ce Parce que que je c'était comprends. ça votre question. Oui, oui. Est-ce qu'ils ont peur? Alors, on a vu dans notre enquête qu'effectivement, 12% ont dit que sur le moment, ils ont eu peur. Mais avec une question de suivi, on leur a demandé, alors, quand l'expérience s'est terminée parce que vous avez eu peur, est-ce que vous avez regretté cette interruption immédiate quand vous avez eu peur? Et la moitié ont dit oui, en fait, j'ai regretté.
Et je me dis, si j'avais pas eu peur, peut-être ce serait prolongé, j'aurais peut-être pu rester encore en contact avec mon proche décédé un peu plus longtemps, peut-être qu'il aurait pu me communiquer quelque chose. Et par ma peur, j'ai interrompu le contact et j'espère qu'un jour, il va revenir ou elle va revenir. Et là, je veux dire, j'aurais plus peur. C'est clair. En fait, Donc voilà, ce que je comprends aussi, c'est que finalement, par rapport aux autres expériences exceptionnelles, par exemple les expériences de mort imminente, où chez la personne qui vit un contact spontané, il y a cette sorte d'évidence, en fait, qui est difficilement, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas comment on oui, peut tout à expliquer fait. ça, et qui fait que du coup, il y a peut-être moins de peur que dans les autres expériences exceptionnelles qu'on peut rencontrer. Absolument. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très répandu. On a posé la question, est-ce que vous pensez que le contact était authentique? Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Le but de notre projet de recherche n'est pas de prouver l'authenticité des VCD. Nous, on étudie l'expérience des gens. C'est ça qu'on fait. Donc, on ne veut pas prouver quoi que ce soit. Mais pour les récepteurs, donc pour les personnes qui vivent un contact spontané avec un défunt, au moment de remplir notre questionnaire, 90% ont dit le VSCD était très certainement authentique. Je suis convaincue qu'il était authentique. Ouais, 90%. ouais, c'est Et énorme. 8% ont dit il est possible qu'il se soit réellement produit. Donc encore un petit doute, mais la probabilité est assez grande que c'était réel. Donc ça fait 98%, il reste un 2% de personnes qui n'étaient pas convaincues. Donc oui, pour eux, c'était réel, c'était authentique. Et c'est aussi intéressant de dire que quel que soit leur système de croyance préalable, les personnes qui ne croyaient pas du tout en une vie après la mort ont la même probabilité de vivre un VSCD que les personnes qui sont déjà convaincues que la conscience survit à la mort du corps. Là, on a des chiffres, c'est très clair. Les convictions préexistantes n'ont aucun impact sur la probabilité de vivre un VSCD. Maintenant, ceux qui avaient un point de vue matérialiste avant l'expérience, qui pensaient que quand le cerveau meurt, la conscience, elle s'éteint en même temps, donc il n'y a rien après la mort. Cela, bien sûr, après cette expérience qui était tellement forte, marquante et positive pour eux et elles, eux, après, ils changent leur point de vue. Ils disent, ah non, je me suis trompée, en fait. Si, bien sûr, il y a une vie après la mort. J'en ai fait l'expérience, j'ai eu le contact avec mon proche décédé. Mais c'est pas du tout lié aux croyances et ça c'est intéressant. Donc il faut bien souligner que les contacts spontanés avec les défunts ne sont pas des expériences religieuses. Là aussi, on a des chiffres, on a posé la question par rapport à leur système de croyance. On a vu que l'expérience a que très légèrement augmenté leur religiosité de manière non significative, donc ça n'a pratiquement rien changé, mais leur spiritualité a doublé. Et oui, évidemment. Voilà. Mm. Donc ça c'est aussi, ça fait sens, mais on a des chiffres qui montrent que les VSCD rendent plus spirituels, mais ne rendent pas plus religieux. Alors peut-être pour revenir à ces 12% qui ont dit qu'effectivement ils ont eu peur sur le moment, il y a plusieurs raisons de leur peur. Une des raisons, et je pense que c'est vraiment une raison que ça vaut la peine d'en parler un petit peu, c'est justement leur conception de la réalité. Nous, dans nos sociétés occidentales, ont été élevés dans une hypothèse matérialiste. Et je dis bien hypothèse parce que ce n'est pas autre chose qu'une hypothèse. L'hypothèse matérialiste dit donc que la conscience prend origine dans le cerveau. Donc, quand quelqu'un, voilà, quand une personne naît, en même temps de la naissance, il y a la conscience en quelque sorte qui apparaît dans le cerveau avec les autres fonctions du cerveau. Il y a la conscience qui est là et qui est gérée pendant toute la durée, bien sûr, de la vie terrestre par le cerveau. Mais la matérialiste dit, au moment de la mort, quand le corps meurt, la conscience, elle meurt. Elle s'arrête et il n'y a plus rien. Ça, c'est la vision matérialiste de la réalité.
Tandis que dans une vision post-matérialiste, qui prend de plus en plus d'ampleur, il y a beaucoup de recherche qui est faite dans ce domaine-là. On dit que, évidemment, la conscience, elle est opérée par le cerveau tant que nous sommes incarnés, mais elle préexiste et survit à la mort du corps physique. Ça, c'est la vision post-matérialiste. Alors, dans une vision post-matérialiste, bien sûr, on peut tout à fait percevoir les défunts, puisque les défunts sont, voilà, ce sont des personnes qui ont survécu à la mort de leur corps et le contact, la communication entre les vivants et les morts est possible. Ça expliquerait aussi les expériences de mort imminente que vous avez mentionnées tout à l'heure. Ça expliquerait aussi les visions au moment du décès, qui sont aussi un Et oui. phénomène très réconfortant et courant et bien connu du personnel soignant. Ça Vous pouvez expliquerait juste aussi, peut-être, je vous coupe, mais est-ce que vous pouvez juste définir ces visions des mourants, juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que bien c'est... sûr. Alors, les visions au moment du décès sont estimées à 60, 70, peut-être 80% des cas, mais il n'y a pas beaucoup d'études parce que c'est très compliqué de faire des études, des enquêtes en milieu hospitalier. Voilà ce qui se passe. Quand une personne est très proche de la mort, quelques heures, parfois quelques jours avant le décès, dit qu'il a perçu un proche décédé. Ça peut être un partenaire, ça peut être l'un des parents, les deux parents, quelqu'un qui est décédé, mais avec qui ils avaient un lien émotionnel très fort pendant toute leur vie. Et peu de temps avant de mourir, ils les perçoivent, ils communiquent avec eux. Ils sont conscients que les autres qui sont dans la chambre d'hôpital ne peuvent pas les percevoir, que eux seuls ont cette capacité sont tellement proches de la mort et peut-être dans un état de conscience déjà un peu modifié, ils ont la capacité de percevoir leurs proches qui, disent-ils, vient pour m'aider à franchir le pas et pour aller dans l'autre monde, dans le monde spirituel. C'est ça qu'ils disent. Et ils le disent avec des mots très simples. Ils disent par exemple, ah, Jean est là. Il était déjà là hier. Là, il est revenu. Il est là pour m'aider à franchir le pas. Il va m'aider à partir dans l'autre monde. Et ça les rassure, ça les réconforte. Ça enlève immédiatement la peur de la mort qui était peut-être présent très fortement, évidemment, dans les dernières heures de notre existence. On peut tout à fait légitimement avoir peur de ce qui nous attend, parce que c'est l'inconnu, évidemment. Mais là, non. Après ces visions, les mourants, ils disent, là, j'ai plus du tout peur de mourir, parce que je suis pas seule, je suis accompagnée. Et parfois, il y a presque comme une joie un peu anticipée de ce qui leur a été montré. Et ils ont presque envie d'y aller le plus vite possible parce que c'est quelque chose de merveilleux qui leur a été décrit. Donc, vraiment une information qui leur est parvenue de la part de leurs proches décédés. Ça, ce sont les visions au moment du décès. Vous voyez, les VSCD ne sont pas un phénomène isolé. Ils se produisent dans le contexte d'autres expériences autour de la mort, comme justement, évidemment, les expériences de mort imminente qui sont maintenant très bien recherchées depuis 50 ans, assez bien connues du grand public, les contacts spontanés avec les défunts et les visions au moment du décès. Tout ça, c'est un peu le même type de phénomène, mais qui se produisent à des moments différents dans la vie des gens. Mais voilà, ça semble venir un peu, pas un peu, ça semble venir de la même source. Et donc, ce sont non seulement les émotions, le réconfort, mais aussi les informations perçues qui sont vraiment extrêmement importantes dans ces expériences. Hmm. Et quelles répercussions ça a sur la santé mentale finalement des gens qui vivent ce genre d'expérience? Disons, on a quand même quelques chiffres qui sont assez intéressants. On a vu que 73 de nos participants ont dit que le contact avec leurs proches décédés leur a apporté une guérison émotionnelle. Et 8% n'étaient pas en deuil du défunt perçu. Donc oui, bien sûr, c'est très réconfortant de savoir que la personne que nous pleurons est encore en vie. On ne sait pas où, évidemment. On ne sait pas de quelle manière, on n'a aucune information là-dessus.
Ça, il faut le dire très, très clairement, mais l'information pour eux, elle est évidente, elle est authentique. Oui, mon proche a survécu à la mort de son. Donc, la guérison émotionnelle, elle vient beaucoup de cette information nouvellement acquise qu'en fait, la personne que je pleure va bien. C'est ça qu'ils disent aussi les défunts. Je suis en vie et je suis bien. Je vais bien. Il n'y a aucune raison d'être si triste. La tristesse, par contre, elle a été réduite pour 31% de nos participants. Elle était éliminée pour 10%, mais elle est restée la même pour 31% également. Donc la tristesse, c'est un peu autre chose parce que d'un côté, il y a le réconfort de savoir que la personne que nous aimons qui est décédée, qu'elle va bien et qu'elle est en vie, mais elle nous manque. Elle Bien n'est plus sûr. là physiquement. Et cette absence physique définitive, bien sûr, nous procure de la tristesse et des fois pendant très longtemps et des fois pendant toute une vie. Ça, les VCD peuvent soulager un peu ces tristesses, on le voit dans les chiffres, mais souvent, soit la tristesse, est soulagée, mais que temporairement, des fois définitivement, mais il reste quand même l'absence physique. Ça reste douloureux. Nous sommes obligés de continuer notre chemin de vie sans la personne aimée. Et ça, c'est une dure réalité de la vie. Et les VCD peuvent soulager un peu, mais n'enlèvent pas complètement la tristesse. Et est-ce que vos études ont montré que les personnes qui vivaient ça arrivaient facilement à en parler? Et si oui, à qui? Alors, oui, c'est aussi une bonne question. Nous travaillons aussi avec d'autres équipes, d'autres universités dans plusieurs pays et nous avons fait un article avec le professeur associé Renin Evrard et Marianne Delander de l'Université de Nancy sur le sous-ensemble des 12% qui ont été effrayés par les VCD. Et nous avons regardé d'un peu plus près ce qui s'est passé pour ces personnes-là. Alors, dans cet article-là, nous avons publié aussi quelques chiffres sur le partage de l'expérience. 90% ont dit qu'ils ont partagé leur expérience avec des proches, des amis ou des personnes dont elles savaient qu'elles étaient sensibles ou ouvertes à ces questions-là. Bien sûr, on va peut-être pas en parler à quelqu'un si on est déjà convaincu qu'il va pas nous croire. Parce que ça fait beaucoup de mal et ça fait de la peine aux personnes qui souhaitent partager parce que c'était tellement beau, ça a tellement changé leur vie. D'ailleurs, ils le disent que ça a transformé leur vie. Ils souhaitent en parler, mais quand c'est mal reçu de la part de leur interlocuteur, par exemple, si on ne les croit pas, on dit, mais bien sûr, tu es en deuil, donc tu es déprimé, tu t'es imaginé. Ou il leur dit, c'était sûrement une hallucination due au deuil. Ça leur fait de la peine, parce que pour eux, c'est extrêmement important, ils voulaient le partager. Et si on les croit pas, c'est pas du tout agréable pour eux, donc ils ont tendance à en parler à des personnes où ils sont à peu près sûrs que au moins il y aura une certaine ouverture d'esprit. Donc 7% l'ont partagé avec le plus de personnes possible. Et même lors d'interventions publiques, ils avaient vraiment envie de le partager avec le plus grand nombre. Et 3% ont dit qu'ils n'en parlaient pas avant de participer à notre enquête, qu'ils n'en parlaient pas parce que ils n'avaient pas trouvé d'interlocuteur approprié ou parce que c'est une expérience trop personnelle à leurs yeux pour être partagée. Donc ça aussi, c'est un petit pourcentage, là, 3% seulement, qui dit c'était tellement personnel, tellement intime et tellement significatif pour moi que j'ai pas envie d'en parler à d'autres personnes. Donc, généralement, comment c'est reçu? C'est assez mitigé. J'ai pas des chiffres parce qu'on n'a pas posé une question spécifiquement là-dessus, mais dans des questions, bon, nous, notre questionnaire, il fonctionne avec des questions multiples, oui, non, incertain, mais suivi de beaucoup de questions de suivi avec une boîte dialogue où ils peuvent parler, expliquer avec leurs propres mots ce qui s'est passé. Et donc là, j'ai pas de chiffres pour la réception de l'expérience en statistique, mais nous avons beaucoup de
témoignages, donc de nos participants, qui nous ont dit un peu comment ça s'est passé. C'est mitigé, je dirais, c'est peut-être 50-50. Des fois, ils ont dit oui, alors tout de suite on m'a cru. Et les gens à qui j'en ai parlé étaient très contents pour moi que j'ai pu vivre ça. Et même s'ils ne le comprenaient pas, comment c'est possible de percevoir un défunt, ils ne pouvaient pas s'imaginer l'expérience, mais ils m'ont fait confiance et ils ont dit, bah, écoute, si tu me dis que tu l'as vécu, c'est que tu l'as vécu. Donc voilà, à peu près la moitié ont eu une bonne réception de leur description et l'autre moitié, alors pas du tout. Même jusqu'au point d'être pratiquement ridiculisé par les gens à qui ils ont parlé. Et là, c'est vraiment, ça fait mal. Alors, ils nous ont dit, donc, dans notre questionnaire, que souvent ils disent, j'en ai parlé à une personne ou deux, ça s'est pas très bien passé, maintenant, j'en parle plus. Je le garde pour moi. Et c'est dommage parce que c'est une bonne nouvelle de savoir que nos proches vont bien, qu'ils sont en vie, qu'ils sont à nos côtés, qu'il y a l'espoir. Bon, on n'a pas la preuve. Je parle pas de preuve. J'ai bien dit, j'ai bien précisé que le but de notre projet de recherche n'est pas de prouver l'authenticité des décès. Mais d'après ce que nos participants, nos 1300 participants, c'est quand même déjà un nombre assez important, d'après ce qu'ils nous disent, on peut partir du principe qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a une vie après la mort. Bien sûr, bien sûr. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des contacts spontanés en dehors du cadre du deuil. Voilà, j'aimerais partager avec vous. J'avais une de mes clientes il y a quelques années en arrière, hein, qui m'avait raconté qu'à une époque, elle avait eu des idées suicidaires. Elle conduisait et devant elle, elle avait une ligne droite, une grande ligne droite, et au loin, elle voyait des arbres et elle avait fait le choix d'accélérer pour en finir. Et d'un seul coup, en fait, sur le côté, elle a vu un vélo avec une dame d'un certain âge sur ce vélo. Donc, en fait, spontanément, elle a freiné, elle a doublé le vélo, elle s'est arrêtée et en fait, elle s'est retournée et il n'y avait personne. Est-ce que ça, c'est un contact spontané avec un défunt? En l'occurrence, ce que je me souviens, c'est qu'elle ne connaissait pas la personne. En tout cas, elle ne s'était pas reconnue. Tout à fait. Alors, c'est un phénomène connu sous le terme de VSCD de protection. Nous avons pas mal de cas où une personne a été avertie d'un danger imminent par un défunt, un danger dont il n'était pas conscient. Donc, ces contacts ne servent pas à gérer une situation de crise, mais à nous rendre conscients ou attentifs au fait qu'il y a un danger imminent qui nous guette. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un cas qui nous a été décrit par un participant. Donc, quelqu'un était en train de dormir avec sa famille, était chez lui. Elle était réveillée et il savait qu'il était réveillé par son père décédé qui lui a dit, il y a le feu au rez-de-chaussée. Prends ta famille, sortez de la maison, il y a le feu. Alors effectivement, tout de suite, il a fait comme son père décédé lui a conseillé. Effectivement, il y avait un incendie et ainsi il a pu sauver, tout le monde a pu être sauvé par ce VCD. Ils se seraient peut-être réveillés trop tard. Ils n'avaient pas été avertis. Donc les VCD de protection, on a énormément d'exemples, ça arrive assez régulièrement. Et c'est très, très intéressant. Le cas dont vous parlez, ça me fait penser à un autre cas aussi de notre collection de témoignages où c'est un jeune homme qui avait aussi des envies suicidaires. Il avait décidé aussi de se suicider dans sa voiture sur une route où il y avait beaucoup de virages et il descendait à très, très grande vitesse avec l'idée d'en finir. Et il avait un frère qui était décédé il y a quelque temps et tout d'un coup, il a senti que son frère était comme en quelque sorte assis sur lui et il sentait le pied de son frère qui appuyait sur les freins et la Incroyable. voiture s'est arrêtée. Voilà. Et donc, incompréhensible d'un point de vue, voilà, dans une vision matérialiste logique, incompréhensible, mais Bien sûr. voilà.
ce sont des expériences qui se produisent et là aussi c'était un VCD donc de protection pour empêcher un malheur parce que c'était peut-être pas le moment pour ce jeune homme de partir et voilà, il dit souvent Exactement. Mm. il y avait encore des choses à faire sur ces terres. Donc, c'était pas le moment. Et là, il était vraiment sauvé par son frère décédé. Et ça ressemble beaucoup au cas que vous avez décrit. Donc, oui, bien sûr, Exactement. Mm. ça peut être un VCD de protection avec une personne connue ou inconnue. Bon, le cas de votre exemple. Oui, oui, oui. D'ailleurs, cette cliente me disait, je voulais en finir, mais je voulais pas tuer quelqu'un. Donc, en fait, Bien sûr. ça s'est fait spontanément, quoi. Et C'est ça. ouais, ouais. La science, elle s'intéresse de plus en plus à tous ces phénomènes autour de la mort, hein, qu'on a cités tout à l'heure, la lucidité terminale, les visions des mourants, etc. Et les soignants sont souvent les premiers interlocuteurs de ces expériences autour de la mort. Est-ce qu'en Suisse, les professionnels sont formés à ces phénomènes? Les professionnels de santé ne sont pas formés aux expériences proches de la mort. Je pense que ce sont les infirmiers, infirmières qui sont le plus souvent témoins, notamment des visions au moment du décès. Peut-être que leur patient leur a raconté ou voilà, a partagé ça, ou ils ont simplement vu qu'il y a eu une transformation très profonde qui s'est produite en lui, qu'avant il était très agité, très effrayé, tout d'un coup il est calme, paisible et vraiment prêt à mourir. Il s'est passé quelque chose. Donc, je pense que les professionnels de santé, peut-être pas les médecins tellement, c'est peut-être plutôt aux infirmiers, infirmières que les personnes en fin de vie se confient, parce qu'il y a un contact évidemment plus proche et plus suivi aussi. Je pense qu'ils connaissent très bien ces phénomènes. Je suis pas sûre qu'ils en parlent si facilement, même entre collègues, parce qu'il y a toujours un peu le risque voilà, qu'on ne croit pas ou qu'on dise, mais qu'est-ce que tu imagines? Mais voilà, est-ce que tu as des hallucinations? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, il y a toujours un peu ce risque-là. Donc, je pense que si on faisait, il y a eu des enquêtes. Il y a le docteur Peter Fenwick en Angleterre qui a beaucoup étudié les visions au moment du décès. Il a beaucoup parlé avec le personnel de soins. Et effectivement, ils étaient pratiquement tous avaient déjà été témoins de ces expériences, sans forcément pouvoir mettre un nom là-dessus et sans forcément en avoir parlé à leurs collègues. Et donc, oui, bien sûr, je pense que ce serait vraiment important de parler de ces expériences spirituelles que les personnes en fin de vie ont, parce qu'on entend malheureusement encore assez souvent, ils disent, voilà, il a des hallucinations, on va lui donner un médicament pour faire partir les hallucinations, ce qu'ils appellent les hallucinations. Quand ils ont vu, par exemple, leur partenaire décédé qui est là pour les accompagner, les aider, ils appellent ça une hallucination et ils donnent un médicament pour supprimer cette hallucination. Ça, c'est vraiment dommage. Oui. Ça, c'est Ça, vraiment dommage. Et d'autant c'est plus pas que, par mauvaise bien volonté, sûr. c'est par manque d'information uniquement. Exactement. C'est cette méconnaissance, et d'autant plus que j'imagine que si on donne un antipsychotique ou je ne sais quoi à ce moment-là, ça enlève le processus naturel. Je pense que ça peut peut-être bloquer ces visions et c'est certainement dommage et ça ajoute des médicaments dans un état de santé déjà dans un très mauvais état de santé. Alors, pourquoi faire? Et puis, quel est le but? Et c'est justement contre-productif parce que ça bloque les perceptions et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais je répète, c'est pas par manque, c'est pas par manque Bien de sûr. bonne volonté. C'est vraiment le manque de connaissances et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important de parler de ces expériences qui se produisent tellement fréquemment autour de la mort. C'est vraiment important d'en parler. Et je dis très clairement, donner l'information, donner les statistiques, donner les données scientifiques, mais sans vouloir influencer le système de croyance de qui que ce soit. Ça, c'est très clair pour nous, pour mon équipe. Nous ne voulons pas du tout influencer les gens. Nous faisons les enquêtes, nous donnons les statistiques et les résultats, et les témoignages de nos participants. Et après, c'est à chacun et chacune de se forger son propre point de vue.
Et pour la question suivante, j'aimerais juste vous donner un exemple et vous poser la question après. J'avais eu aussi une cliente, donc une maman d'un jeune enfant en fin de vie, avec qui elle pouvait communiquer. Donc elle pouvait communiquer, probablement, elle parlait de communiquer avec l'âme de son fils. Hein. Donc elle était assez sereine, en fait, dans ce processus de fin de vie. Elle m'expliquait même que cette sérénité était contagieuse aux autres parents dans l'unité dans laquelle se trouvait son fils. Et pour elle, c'était une évidence que la mort, c'était qu'un passage et dans une autre dimension. Par contre, elle me disait que les professionnels de santé qui l'entouraient lui parlaient de déni, de protection inconsciente. Alors, je ne dis pas qu'elle n'a pas souffert et qu'elle ne souffre pas encore de l'absence voilà, de cet enfant, mais en quoi finalement toutes ces recherches scientifiques pourraient changer notre vision par rapport à la mort, par rapport aux soins palliatifs, par rapport à l'accompagnement de fin de vie. Ah, ça peut changer fondamentalement les choses. Je pense que c'est vraiment le volet accompagnement spirituel qui manque, qui est inexistant. Il y a l'accompagnement, évidemment, médical, psychologique, peut-être religieux dans certains cas, mais il n'y a pas d'accompagnement spirituel. Et ça, c'est une lacune et il faut la fermer. Il faut trouver une solution vraiment de donner ces informations que nous avons depuis des dizaines d'années déjà. Je vous ai dit sur les EMI, les expériences de mort imminente, on a 50 ans de recherche et c'est extrêmement important. Les connaissances que nous avons grâce aux personnes qui ont vécu ces expériences, c'est fondamental. Les VSCD nous enseignent énormément de choses sur la possibilité d'une vie après la mort et la communication qui est possible entre les morts et les vivants et tout ce que ça implique. Donc oui, absolument. L'accompagnement spirituel est quelque chose qui est très, très important. Je suis absolument sûre que ça va se mettre en place très bientôt. J'en suis convaincue. C'est tellement évident que c'est important et nécessaire. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, j'ai écrit un roman qui Oui, s'appelle Le Pays d'Anges, oui, où je parle justement de l'accompagnement spirituel en fin de vie. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille malade qui a une poupée qui s'appelle Ange et qui lui donne, lors de conversations nocturnes, énormément d'informations sur la possibilité de la survie de la conscience, comment on pourrait s'imaginer sortir de son corps, abandonner, enfin laisser derrière son corps et continuer à exister avec son identité, sa personnalité, parce que c'est ça qu'ils nous disent aussi les expérienceurs de Émile. Ils ont dit, je suis restée moi-même. J'avais juste plus de corps, mais j'étais moi-même. Donc, ça, c'est très, très important d'être conscient qu'il y a toutes ces expériences qui sont là, que les gens ont fait et qui nous donnent beaucoup d'informations. Et donc, dans ce livre, j'en parle aussi. Il y a un compagnon d'infortune dans l'hôpital qui a vécu une expérience de mort imminente et qu'il a décrit dans une longue lettre à la jeune fille malade et qui lui donne beaucoup d'informations sur les expériences de mort imminente. Et entre toutes ces informations qu'elle a reçues d'un côté par Ange, sa poupée, et de l'autre côté par le jeune patient qui a vécu une expérience de mort imminente, elle est prête à affronter sa mort physique. Puis elle peut vraiment mourir dans les meilleures conditions possibles parce qu'elle a obtenu toutes les informations dont elle a besoin pour que ça se passe le mieux possible. Donc oui, évidemment, on peut faire beaucoup et j'en suis convaincue. Mais ça va oui, se mettre en place. oui, c'est vrai, et c'est un très 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 beau livre et qui est destiné aux adultes, hein, voilà. Aux adultes, oui, vous Oui, faites bien de souligner. oui, oui, C'est oui. l'histoire d'une jeune Mm, fille, mais c'est évidemment un livre pour adultes. mm, Vous faites bien de mm, le mm. souligner. Oui, Merci. oui, 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 parce que voilà, c'est important, je pense effectivement de le dire. Mais alors, pour terminer, j'ai une petite question un peu plus personnelle. Le fait d'avoir étudié les expériences de mort imminente, les contacts spontanés avec les défunts, a-t-il changé votre conception de la vie ou du vivant? Et ou du vivant? Bien sûr, ça a tout changé. Ça, c'est évident. Ça a changé ma conception de la mort, qui pour Oui, moi maintenant n'existe pas. Et donc, forcément, en conséquence, ça a changé ma conception de la vie.
Parce qu'évidemment, vous voyez, si on est plus restreint dans une durée de vie terrestre et si on se projette un peu plus loin, on se rend compte qu'en fait, tout ce que nous faisons a un sens et que nos actions sont importantes et qu'il y a des conséquences, sans devenir moralisatrice. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que ce que nous créons dans nos vies ne sera apparemment pas limité dans les 70, 80, 90 ans de notre existence terrestre, mais vont perdurer et vont aussi façonner ce qui nous attend après. Donc, c'est important. Ça a un sens. Voilà. Ça donne beaucoup de sens à la vie, je trouve. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez envie peut-être d'ajouter quelque chose pour conclure? Oui, je pense que simplement j'aimerais remercier tous les participants à notre enquête qui ont partagé leur vécu avec nous, qui nous ont donné énormément de connaissances, de données scientifiques aussi, ce qui me permet maintenant d'en parler assez largement, publiquement, mes collègues aussi. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Contact spontané avec les défunts dans lequel je présente tous les résultats de la première enquête en anglais, français, espagnol, illustrés par de très, très nombreux témoignages, parce que ce sont vraiment les témoignages qui sont importants. Et puis, comme ça, je pense que ce que nous souhaitons faire avec mes collègues, c'est d'informer les gens de ce phénomène qui est important, qui est magnifique pour les personnes qui les vivent et qui, je pense, nous donne beaucoup d'espoir. Bah, merci à vous en tout cas parce que merci de votre disponibilité et aussi de justement de rendre accessible à tout un chacun bah, les résultats comme ça et par vos ouvrages et par pour moi c'est important parce que vraiment c'est une évidence que ça doit être partagé et d'autant plus ouvert aux professionnels de la santé. Donc moi j'invite tous les professionnels de la santé qui ont vécu ces expériences autour de la mort à témoigner peut-être en commentaire sur la chaîne YouTube ou alors d'envoyer des messages. Voilà, c'est avec grand plaisir que je les lirai. Et ben, merci à vous Evelyne vraiment pour ce vraiment très bon moment qu'on vient de partager. Merci à vous, Audrey. C'était un grand plaisir. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.